Bon, en premier lieu, je veux transmettre de part de Caravaggio une salutation qu'il m'a pris de transmettre une salutation à vous tous et le remerciement à la DIF pour les efforts qu'ils ont faits pour le présenter ici à Paris. Malheureusement, comme il a dit, ça n'a pas été possible. Alors, je vais lire son texte qu'il n'a pas pu finir, mais voici. De nos jours, quand on aborde le sujet du droit international humanitaire, il faut en premier lieu reconnaître l'importance des normes applicables aux conflits armés de caractère international et les conflits intérieurs qui ont pour but de protéger les personnes non combattantes et limiter les moyens et les méthodes employées dans la guerre afin d'éviter ou de réduire les souffrances humaines. La complexité de l'exercice de la violence dans ces diverses manifestations et les faits qui sont propres aux conflits armés nous posent des questions auxquelles il faut répondre en tenant compte des changements qui se sont produits dans le monde. Il faut reconnaître que des organismes comme l'Organisation des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge et d'autres dans le cadre régional ont prêté attention à l'étude, à l'interprétation des nouvelles réalités et au besoin de leur trouver des réponses. Néanmoins, les contradictions principales présentes dans le monde et la lutte entre les différentes classes sociales ont créé des situations nouvelles et exercent une influence sur l'organisation chargée d'interpréter ces nouvelles réalités. Il en résulte des manques et des erreurs dans les conclusions qu'elles sont amenées à prendre. Il est évident qu'il existe de graves imprécisions dans le traitement de certains problèmes. Cela est dû à ce que les États imposent des critères et des procédures en fonction de leurs intérêts en dehors des normes établies et que souvent ils favorisent des violations de ces normes. Après le 11 septembre, deux problèmes ont pris une importance particulière. La guerre contre le terrorisme, entre guillemets, ordonnée par le président Bush, et la qualification des combattants ennemis illégaux. Le terrorisme a connu des manifestations multiples dans l'histoire de l'humanité, d'où les difficultés à l'appréhender et plus encore à le définir. Les définitions, ou le cessez pour en donner une définition acceptable, sont innombrables, mais avant et après le 11 septembre, on cherche à imposer des concepts accommodant à une des parties. Qui plus est, la violation des normes consignées dans les documents des organismes internationaux saute aux yeux, que ce soit l'effet des États ou des forces armées. Dans la classification des combattants ennemis illégaux sont inclus non seulement les terroristes, entre guillemets, selon les critères décidés après le 11 septembre, mais aussi les forces rebelles et en général les combattants révolutionnaires qui sont ainsi exclus des procédures légales normales quand ils tombent dans les mains des forces de l'État. Il est nécessaire de souligner les dérives négatives de la décision proclamée par Bush du droit d'attaquer des terroristes dans les territoires d'autres États sur l'argument fallacieux de la défense légitime ou de la guerre préventive. Le gouvernement de Colombie a suivi au pied de la lettre les directives tracées par Washington. Il n'est donc pas étrange qu'il ait réalisé, avec le soutien des États-Unis, une incursion militaire au-delà des frontières de l'Équateur. Dans le cadre de la lutte contre les forces insurgées, l'État colombien a déployé des stratégies, des politiques et des pratiques totalement contraires aux règles démocratiques proclamées dans les textes officieux en violation des normes établies dans le droit international humanitaire. En fait, d'une extrême gravité reconnue, non sans arrogance, par le gouvernement de la Colombie, fut l'emploi abusif des emblèmes du Comité international de la Croix-Rouge dans une action militaire de l'armée colombienne. D'après la norme du droit international, ces faits constituent un délit de perfidie qui ne fut pas dénoncé et poursuivi de façon suffisamment forte, y compris par cette organisation respectable. Le gouvernement colombien a étendu une voile de méfiance qui couvre de larges secteurs de la population et a généralisé la suspicion sur l'opposition politique, sur les organisations populaires contre les organisations non gouvernementales, les défenseurs des droits humains contre les journalistes indépendants et les dirigeants politiques qui sont critiques envers le gouvernement, lesquels sont accusés d'être des militants, des collaborateurs ou des sympathisants du terrorisme. Logiquement, on laisse ainsi la voie libre pour que les forces militaires et policières, de même que les corps de sécurité et les services secrets, puissent opérer dans un vaste champ d'action en toute liberté pour exercer une répression sélective ou indiscriminée. L'assassinat des personnes civiles par l'armée gouvernementale est présenté comme celui des membres des groupes insurgés. Le contrôle de la population, les écoutes téléphoniques et le contrôle des courriers électroniques des dirigeants et de l'opposition
des journalistes et même des magistrats de la Cour suprême définissent le caractère courant des actions d'antiterrorisme d'État. Il convient de noter que pour mettre en place ce système, le gouvernement colombien a pu compter sur le soutien direct des États-Unis et des organisations étrangères, comme le confirme la présence de centaines de conseillers entre guillemets des États-Unis qui sont en réalité des militaires qualifiés, et aussi les activités mercenaires des chasseurs de primes, principalement nord-américains, mais aussi anglais, israéliens et australiens. Plusieurs entreprises multinationales qui sont supposées être liées à la lutte contre le terrorisme, en réalité, sont impliquées dans le soutien aux groupes paramilitaires, comme ça a été le cas des principales compagnies pétrolières des États-Unis, de Grande-Bretagne, de France et des Pays-Bas, et de grandes entreprises bananières comme Chiquita Brand ou charbonnières comme Drummond. Durant une longue période, même pendant des confrontations aiguës, la validité du délit politique et de la rébellion furent admises en Colombie avec les conséquences juridiques qu'elles sont propres. On acceptait l'énoncé contenu de la préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le sens où, je cite, « les droits humains sont protégés par un régime de droits pour que l'homme ne soit pas forcé de recourir à la rébellion contre la tyrannie et l'oppression ». En raison de l'engagement du gouvernement colombien dans la guerre contre le terrorisme, dans l'application des normes pénales, la subversion et les délits politiques furent assimilés dans le cadre du terrorisme et traités comme tels. La règle d'or selon laquelle les délits politiques et les délinquants politiques méritent un régime juridique différent et un traitement préférentiel du fait de l'altruisme et de leur lutte est devenue une chose qui relève du passé. Le juriste colombien Luis Carlos Pérez a considéré, cite, que les rébellions et les séditions ne se présentent presque jamais isolées des délits communs. L'attaque contre le gouvernement et les institutions entraîne avec soi nécessairement une diversité de conduites. Beaucoup d'entre elles ne constituent pas à proprement parler des délits politiques et ne s'incriminent pas s'ils sont liés à un objectif fondamental. Pour sa part, la Cour suprême de justice de Colombie, dans un conseil émis le 12 décembre 1944, avait exprimé, je cite, « L'essence du délit politique est son altruisme apparent ou réel. Sa finalité primordiale est celle de changer ou modifier totalement ou partiellement l'état des choses. Et son unique utilité est la satisfaction de réaliser ou d'essayer de réaliser les aspirations fondamentales d'un peuple. Il n'y a pas lieu dans ce cas à des ambitions propres ni à un enrichissement personnel. » Fin de la citation. Comme on peut observer, dans cette théorie valable, ajustée aux exigences du développement social, fut détournée par les tendances répressives inspirées par les États-Unis qui ont conduit à la militarisation de la société, à impliquer de plus vastes secteurs de la population dans les conflits armés et à destiner de plus grandes ressources à des confrontations armées. C'est pourquoi inclure la Colombie dans ce cadre global est pertinent parce qu'elle permet d'illustrer de nouveaux aspects de la situation internationale, parce que ce qui se passe dans ces pays témoigne des violations réitérées des principes et règles de consistance à niveau mondial et national, surtout après ce que certains ont nommé l'ère Bush, c'est-à-dire une période hégémonique enragée et d'actes arbitraires sans limite. En accord avec les considérations antérieures, il convient de réitérer les apports des Conventions de Genève et du protocole 1, les inquiétudes de la Croix-Rouge internationale, celles prononcées à l'ONU, ainsi que les fréquentes dénonciations des organisations de défense des droits humains et les recherches faites sur ce sujet qui concernent le développement des conflits de plusieurs types et dont les efforts s'orientent vers la protection des droits fondamentaux des êtres humains. Il est connu que les raisons et les formes de confrontation violentes sont aussi diverses que sont les causes qui les motivent. De là, la nécessité de prendre en compte ces particularités pour coordonner les activités des organisations défenseuses qui défendent les droits humains et le droit international humanitaire. La proposition d'examiner ces questions est justifiée au vu des conséquences que cela entraîne dans l'application du droit international humanitaire. Les erreurs et les manques évidents dont chacun a conscience mettent au premier plan les besoins d'engager et de poursuivre les débats sur ces sujets essentiels qui sont la théorie des droits humains doit s'appliquer en premier lieu aux citoyens et non aux États. Les besoins d'une définition précise du terrorisme, débattre du concept de combattants ennemis illégaux, une vraie distinction de la population civile et des personnes non combattantes dans des conditions de conflit interne. Jusqu'ici, il n'a pas pu continuer. Merci.